Mai 1943. Un homme se rend à Lyon, clandestinement. Il va collecter des fonds pour le mouvement de résistance qu'il dirige. En passant les contrôles de la gare de Perrache, l'homme est tendu sur ses gardes. Les arrestations de résistants n'ont jamais été aussi nombreuses. Dans les rues de Lyon, c'est un beau jour de printemps comme les autres. Pourtant, l'homme est particulièrement nerveux. Un de ses opérateurs radio a été arrêté et on ne sait pas s'il a parlé. Dans l'immeuble, il n'y a pas un bruit. L'homme qui vient d'être arrêté s'appelle Christian Pineau. Comme lui, Henri Freinet, Marie-Madeleine Fourcade, Roger Pannequin sont des résistants de la première heure. Leurs opinions, leurs origines, leur parcours, tout les distingue. Mais un même combat les unit. Chacun de ces 4 héros incarne, à sa façon, un des visages de cette résistance intérieure qu'on a appelée l'armée des ombres. Été 1940. Le capitaine Henri Freinet a 35 ans. Officier de carrière comme son père, il participe à la bataille de France dans les Vosges. Il assiste aux premières loges à la débâcle de l'armée française, pourtant censée être la première du monde. Le 17 juin, Henri Freinet reçoit l'ordre de cesser le combat. Brusquement, au travers des grésillements, nous entendons. Le maréchal Pétain vous parle. Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Mâchoire serrée, mon regard fuit celui des autres, car je sais que j'y verrai des larmes, comme celles que je sens sur mes joues. Le soldat Henri Freinet est effondré par cette défaite, si soudaine. À l'autre bout de la France, Christian Pineau, chef de cabinet au ministère de l'Information, assiste avec sa femme au déferlement des chars de la Wehrmacht. Pour le couple, ce spectacle est physiquement insupportable. Dès le premier jour, ils sont pour nous un corps étranger que l'organisme se doit d'éliminer pour survivre. À ce moment précis, nous entrons moralement en résistance. Le mot est lâché. Résistance. Dans les Vosges, le capitaine Henri Freinet est fait prisonnier, comme près de 2 millions de soldats français. Mais il ne peut se soumettre à la loi du vainqueur. Il décide, avec un compagnon adjudant, de s'évader. À l'aide d'une carte Michelin et d'une boussole, il traverse la France.
Après 2 semaines d'errance, Henri Freinet arrive à rejoindre la zone libre. Il se propose de réintégrer l'armée d'armistice, ces maigres troupes qui ont été accordées par Hitler, maréchal Pétain. Comme bon nombre de ses compagnons d'armes, Henri Freinet est persuadé que Pétain prépare secrètement la revanche. Il ne faut donc pas le combattre, mais au contraire le soutenir. D'ailleurs, la majorité des Français estiment que Pétain, le vainqueur de Verdun, a adroitement manœuvré. Grâce à lui, une partie de la France, la zone libre, échappe à l'occupation allemande. Toute la famille de Freinet partage cette ferveur. Pour moi aussi, Pétain est un grand nom. Pétain, me dit maman, est un père pour la France. Et c'est bien ainsi qu'il m'apparaît. Les communistes français, en revanche, ne partagent pas cet enthousiasme. Et le parti s'oppose d'emblée au régime de Vichy. Mais il reste étrangement prudent à l'égard de l'Allemagne nazie. Il faut dire que Staline a, en août 1939, signé un pacte de non-agression avec Hitler. Le jeune militant Roger Pannequin, instituteur à Liévin, est troublé. À tout juste 20 ans, ce fils de mineur a le sang chaud. Il a accompagné son père dans toutes les luttes, et le bruit des bottes allemandes le révulse. Je ne suis pas d'accord avec le pacte germano-soviétique. Un camarade m'explique que c'est un subterfuge de Staline pour lui donner le temps de se réarmer. Que cette guerre débouchera, comme la précédente, sur une révolution qui s'étendra cette fois à toute l'Europe. Mais c'est tout de suite que Roger Pannequin veut agir. Comme lui, bien des rebelles de l'an 40 sont des hommes de gauche. Mais certains volontaires se situent à la droite de la droite. Antisémites parfois, militaristes souvent, nationalistes, toujours. Ces hommes-là ne supportent pas la présence des Allemands sur la terre de France. Ainsi du commandant Loustono Lacau. Ce spécialiste du renseignement dirige une publication violemment réactionnaire. Il propose à sa secrétaire générale, Marie-Madeleine Fourcade, de l'aider à monter un réseau. Je dois choisir. Regrouper ma famille, élever mes enfants dans le chaos, ou bien les installer à part et me battre. Rien ne prédispose cette mère de 2 enfants de la haute bourgeoisie à entrer dans la lutte, si ce n'est son courage et son ardent patriotisme. Elle va pourtant devenir une figure éminente de la résistance française. Si nos 4 héros ont décidé d'affronter l'ennemi sur le sol de France, un homme a choisi une voie radicalement différente. Ce général de brigade porte un nom prédestiné, De Gaulle. Persuadé de l'inéluctable défaite du Reich, il pense que la France, trahie par Philippe Pétain, doit se maintenir dans la guerre. Se sentant investi du destin national, il lance le 18 juin 1940 un appel sur les ondes de la BBC pour inviter les volontaires à le rejoindre. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Au départ, De Gaulle n'envisage pas de lutter contre l'occupant sur le sol français. Il veut former une armée française en Angleterre pour combattre aux côtés des Alliés. Cette force portera le nom de France libre. Une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. La défaite brutale de l'été 1940 a brisé les structures de la France. Partis, armées ou syndicats se murent dans le silence et n'appellent pas à la lutte. Les rares individus qui refusent la fatalité de la défaite doivent donc, dans la solitude, inventer les termes de leur combat. Dès l'été 1940, le capitaine Freinet rédige un manifeste pour préciser ses vues. Son but ? Convaincre ses camarades officiers de s'engager dans l'action clandestine. J'ai lu Mein Kampf dans le texte. Je sais ce que signifie le culte de la race et du sang, la suprématie des Aryens sur les races des esclaves. Tant que la guerre continue, tant que l'Angleterre tient bon, le combat n'est pas fini.
puisse le maréchal Pétain vivre assez longtemps pour assister au couronnement de notre œuvre. Christian Pineau travaille en zone occupée. Il est socialiste, syndicaliste. Tout oppose ce haut fonctionnaire à Henri Freinet, militaire et homme de droite. Et pourtant, il a la même idée. Rédiger un manifeste pour mobiliser son entourage. Mais que faire face à la puissance de l'armée allemande? Des crayons contre des blindés? Le combat est inégal. J'en ai conscience. Ceux qui se révoltent aujourd'hui obéissent plus à leur instinct qu'à leur intelligence. Christian Pineau a une femme aimante, 5 enfants. Pour s'engager dans la lutte, ce père de famille ne peut se fier à son seul instinct. Il veut connaître la réalité du régime de Pétain que certains plébiscitent. Il se rend à Vichy pour juger sur pièce. Ce qu'il découvre dans cette ville d'opérette le remplit de dégoût. À Vichy, le pire s'est réalisé, en ce sens que les hommes sont heureux. Toute leur vie, sans en avoir conscience, ils se sont préparés pour ce moment-là, cette vie-là, cette autorité-là. Ils sont comme des hyènes, installés sur la carcasse de la France et prêts à défendre leur place, en mordant s'il le faut. Le spectacle écœurant de ces arrivistes et de ces ambitieux renforce la détermination de Christian Pineau à agir. Mais pour le moment, il se sent encore bien seul. De l'autre côté de la Manche, c'est le Blitz. Des villes, de jour comme de nuit, sont martelées de bombes. Pour tous, il est évident que l'Angleterre va bientôt céder et que le Troisième Reich va régner sur l'Europe entière. Pendant cet été 1940, comment trouver des compagnons de lutte et les convaincre que la partie n'est pas définitivement perdue? Recruter des résistants est une tâche quasiment impossible. Pour cela, il n'y a qu'une solution. Prudemment et systématiquement sonder les opinions de ses interlocuteurs. Les amener à exprimer leur avis sur la défaite, sur l'Allemagne, le nazisme, l'occupation. Marie-Madeleine Fourcade est chargée de recruter des gens pour son réseau de renseignement. Elle se heurte aux plus grandes difficultés. L'improvisation due à la défaite nous contraint à n'utiliser que des volontaires, parfois plus turbulents qu'efficaces, et à nous fier à leur comportement. Pour recruter, il faut d'abord convaincre et opposer à la propagande ennemie la vérité des faits. La presse clandestine constitue donc une arme essentielle. Elle permet d'informer les Français, de leur faire partager les idées de la résistance et d'attirer des volontaires. La Moselle est annexée au Reich. La Lorraine a pour capitale Saarbrück. L'Alsace est rattachée au pays de Bade. Il faut que la France sache, c'est un devoir national de le lui dire. Elle doit savoir aussi que la bataille d'Angleterre n'est pas ce que disent les communiqués de la Wehrmacht. Des centaines d'avions allemands sont déjà tombés. Dans les caves, les sous-sols, les greniers, les mouvements de résistance fabriquent des journaux clandestins. Tâche difficile. L'encre et le papier manquent et la police veille. Mais le jeu en vaut la chandelle. En zone libre, Henri Freinet publie de nombreux bulletins d'information. En zone occupée, Christian Pineau sort les premiers numéros de Libération Nord. Près de Lille, Roger Pannequin rédige et distribue des tracts pour ses camarades communistes. Mais il continue à être troublé par les directives parisiennes, qui refusent de critiquer le national-socialisme d'Hitler. Le rayonnement de cette presse dépasse son tirage et crée entre les lecteurs la solidarité de la complicité.
Les mouvements de résistance poursuivent un objectif: rallier les Français à leur cause. Mais les réseaux de renseignement, comme celui de Marie-Madeleine Fourcade, ne sont pas concernés par cet enjeu politique. Leur rôle est militaire. Ce qui est essentiel pour eux, c'est de fournir à l'Angleterre les renseignements dont elle a besoin pour résister au bombardement de la Luftwaffe. Pour obtenir ces informations, le mieux c'est encore d'aller les chercher à la source. Le spécialiste du renseignement, Loustono Lacco, sous couvert de travailler pour le gouvernement de Pétain, installe Marie-Madeleine Fourcade à l'hôtel des Sports de Vichy. Ces agents ont maintenant une activité officielle et en profitent pour récolter leurs informations, au nez et à la barbe du maréchal. Cette situation amuse beaucoup la jeune femme, dont le culot et l'aplomb s'affirment de jour en jour. Nos agents ont maintenant une occupation d'apparence légale. Qui pourrait soupçonner Pétain de faire partie de nos services? Mais le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain franchit un pas supplémentaire dans la collaboration avec l'ennemi. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Le maréchal collabore avec l'Allemagne hitlérienne. Henri Freinet est sous le choc. Il comprend qu'il n'y a pas de résistance possible à l'intérieur de Vichy. Atterré, il décide de quitter l'armée, qui était pourtant toute sa vie. Pour Marie-Madeleine Fourcade, qui n'est pas insensible à l'idéologie pétainiste, le combat continue à l'intérieur même de Vichy. Elle accumule les renseignements. Mais comment transmettre aux Britanniques toutes ces informations? Par chance, Marie-Madeleine Fourcade trouve un intermédiaire qui doit se rendre en Angleterre, le capitaine Fourcault. Enfermée dans une chambre avec lui, elle rédige à l'encre sympathique les messages qu'il emportera. Je suis, en louchant dans le reflet de l'ampoule électrique, les centaines de mots qui s'évanouissent à peine tracés au liquide incolore. De temps à autre, Fourcault se précipite vers le lavabo et s'écrie « Ne vous retournez pas ». Et il rapporte une nouvelle fiole d'encre translucide, sur l'origine de laquelle je me perds en conjectures. Ne vous posez pas de questions, écrivez. Marie-Madeleine apprendra plus tard que le sang faisait partie du mélange et qu'à chaque fois le capitaine Fourcault se piquait le bras pour remplir sa fiole. Les débuts de la résistance ne sont que tâtonnement et bricolage. En ce début 41, Paris retrouve pour certains ses allures de ville-lumière. La vie continue et les Parisiens veulent oublier les épreuves qu'ils viennent de traverser. Mais les résistants, comme Christian Pineau, voient la capitale avec des yeux bien différents. Les Tuileries, bordées de drapeaux rouges à la croix gammée. La parade de la relève de la garde, place de la Concorde. Les soldats aux doigts lourds, frôlant les cuirs et soieries dans les boutiques de luxe. Tout cela est insupportable. Tant de choses ont changé pour les Parisiens. Les montres et les horloges ont été mises à l'heure allemande, et la zone occupée est en avance de 2 heures sur la zone libre. À l'Étoile, le soldat inconnu reçoit quotidiennement et par centaines la visite des vainqueurs de la France. Marie-Madeleine aussi, qui arrive de Vichy, constate le poids écrasant de l'occupant. Cette belle jeunesse allemande appartient incontestablement à l'aristocratie et ne semble pas gênée de nous occuper sans vergogne. Chez Maxims se réunit l'intelligentsia nazie. Le vieil Albert du Maxims se penche sur eux, leur sert des plats délicieux, et soudain, l'inanité de notre action secrète me saisit.
c'est clair. Nous allons tous y passer. En zone libre, Lyon s'impose comme la capitale de la résistance. Ici, c'est la police de Vichy qui traque les hommes de l'ombre. Pour ceux qui ont choisi de résister à l'occupant, vivre au grand jour devient plus difficile. En rentrant chez lui, Henri Freinet apprend par sa concierge que 2 hommes sont venus enquêter. Freinet déménage aussitôt. Une nouvelle vie clandestine commence, sans espoir de retour. À partir de ce jour, il s'agit de ne pas être trouvé. Je m'impose des précautions, malgré la gêne et les lenteurs qui peuvent en résulter. D'abord dans l'usage de pseudonymes fréquemment renouvelés. C'est ainsi que je suis successivement Morin, Tavernier, Gervais, Charvet, Lefebvre, etc. L'usage de faux papiers d'identité est naturellement obligatoire, et ceux-ci doivent pouvoir résister au contrôle. Bien sûr, il faut être en mesure de répondre à toutes les questions à leur sujet. La vie clandestine est rude. Elle impose d'incessants déménagements et de multiples déplacements. Les résistants apprennent à se fondre dans la masse pour éviter d'être repérés par une police aux aguets. Wagons bourrés, places introuvables, engorgement de malheureux endormis à même le plancher, parmi les valises, les paquets, odeur de crasse, les courants d'air glacés ou brûlants. C'est la véritable maison du clandestin. Pas de fiches à remplir et des contrôles faciles à esquiver. Paradoxalement, aucun de ceux qui ont choisi de dire non imagine qu'il puisse lui arriver quelque chose. Le feu de l'action galvanise nos résistants. Ils sont comme inconscients du danger. En entrant dans la clandestinité, ils ont dû aussi se couper de leurs proches. Leurs familles peuvent parfois mal vivre ce choix. Pour certaines, c'est même une trahison. Au mois de mars, Henri Freinet reçoit la visite de sa mère dans le petit appartement qui lui sert de planque, à Lyon. Au premier baiser qu'ils échangent, il la sent tendue, nerveuse. Petit, j'ai mis bien longtemps à comprendre, mais maintenant je sais ce que tu fais. Tu travailles contre le maréchal et son gouvernement. Mais, maman... Écoute-moi, tu vas faire du mal à notre pays et tu le feras à fond comme tu fais toutes choses. Je t'aime tendrement, tu le sais. Mais au-dessus de l'amour maternel, il y a la patrie. J'irai à la police te dénoncer pour t'empêcher de faire le mal et te protéger contre toi-même. Maman, je vous supplie de comprendre que votre acte créerait entre nous quelque chose d'irréparable. Je respecte votre conscience. Respectez ce que me commande la mienne. Henri Freinet ne reverra pas sa mère avant la libération. Mais elle n'ira pas jusqu'à le dénoncer. En zone libre, l'ambiguïté empoisonnée du régime vichiste conduit les Français à se déchirer entre eux. En zone occupée, en revanche, l'ennemi est clairement identifié. C'est l'Allemand. Le ressentiment contre l'occupant commence même à s'afficher ouvertement. Ainsi, lycéens et étudiants ont manifesté le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées. Et dans les régions minières du Nord, la contestation ouvrière s'amplifie. Les conditions d'existence deviennent difficiles dans le bassin minier.
Les salaires restent bloqués. Plus aucune réclamation n'est admise. L'action revendicative des ouvriers s'accompagne d'un développement de toute notre activité. L'activité militante des communistes porte ses fruits. Et au mois de mai 1941, les Gueules Noires déclenchent une grève générale. Les Allemands font durement réprimer le mouvement. 450 mineurs sont arrêtés, 244 sont déportés. Le Parti communiste s'interroge. Toujours lié par le pacte germano-soviétique, il hésite à basculer dans la lutte armée. L'ouverture du front de l'Est va lever ses préventions. Le 22 juin, à l'aube, plus de 3 millions de soldats allemands entrent sur le territoire de l'Union soviétique, déclenchant la plus grande invasion de l'histoire militaire. Pour Roger Pannequin et ses amis, cette offensive signe la fin d'une situation qu'ils jugeaient contre nature. L'attaque allemande contre l'Union soviétique a réconforté mes camarades. Tous pensent que les Russes, grâce à l'immensité de leur territoire et leurs ressources, battront l'armée allemande et permettront aux Anglais de revenir sur le continent. Mais l'annonce des succès fulgurants de la Wehrmacht et la déroute de l'armée rouge douchent l'enthousiasme des militants. Le Parti communiste français se décide alors à frapper un grand coup. Fin août 1941, le communiste Pierre Georges, le futur colonel Fabien, exécute un officier de la Kriegsmarine à la station de métro Barbès-Rochechouart. C'est le début d'une série d'attentats destinés à frapper l'opinion. Aucun soldat allemand ne doit plus se sentir en sécurité sur le sol de France. La répression qui s'ensuit est féroce. Notre pensée à tous reste attachée sur Paris ce soir. 20 otages sont condamnés à mort, 20 autres sont menacés de mort. Par ordre allemand, toute vie est suspendue ce soir dans la capitale. Le camarade Roger Pannequin prend connaissance de la nouvelle stratégie du parti. Pour celui-ci, les exécutions d'otages auront pour effet de développer la haine contre l'occupant. Pour un otage qui meurt, ce sont 10 volontaires qui se lèvent. Depuis Londres, De Gaulle condamne ces actions, qui à ses yeux n'influent rien sur le cours de la guerre. Le capitaine Henri Freinet, lui aussi, les réprouve. Que de ma propre décision, je signe l'arrêt de mort d'innocents pour le seul bénéfice de donner à la population un surcroît d'ardeur combative? Non, je n'y consentirai jamais. Pourtant, Henri Freinet s'est engagé lui aussi dans la lutte armée. Mais il a procédé de manière méthodique et disciplinée, comme sa formation à Saint-Cyr le lui a inculqué. Depuis plusieurs mois, il a recruté et formé dans chaque région des groupes spécialisés dans l'action immédiate. Sabotage, attentats. Ceux que l'on appelle les groupes francs font bientôt parler d'eux. Pour les actions liées au futur combat de la Libération, Henri Freinet recrute d'autres résistants qui formeront l'armée secrète. Son principe d'organisation servira de modèle à tous les autres mouvements. À partir de ce moment, Henri Freinet devient l'un des acteurs clés de la résistance. C'est un coup du sort qui va faire de Marie-Madeleine Fourcade
une autre figure majeure de la résistance intérieure. À force d'activisme, son chef s'est fait arrêter, et c'est à elle que revient la tâche écrasante de lui succéder à la tête du réseau. Aucune autre femme ne porte une telle responsabilité. Heureusement, elle bénéficie de la confiance de ses agents. Mais elle craint que ses supérieurs britanniques ne retirent leur soutien à un réseau dirigé par une femme. Jouant le tout pour le tout, je rédige mes télégrammes au masculin. Les Anglais n'y voient que du feu. Le subterfuge fonctionne. Très vite, l'organisation de Marie-Madeleine devient incontournable. Les moyens sont renforcés. Les Anglais envoient même un opérateur spécialisé pour former ses agents. C'est que l'Intelligence Service a un besoin vital de ces renseignements sur l'ennemi. En revanche, ni les autorités britanniques, ni même le général de Gaulle ne s'intéressent au mouvement de résistance qui, militairement, pèse peu. Pourtant, une quinzaine essaime sur tout le territoire. Mais tous manquent des moyens nécessaires à leur croissance. De plus, chacun agit de son côté sans aucune coordination. À la tête de Libération Nord, Christian Pineau s'interroge. Comment entrer en contact avec les autres organisations sans menacer le cloisonnement indispensable à la sécurité de ses agents? Il est devenu nécessaire d'établir une communication avec Londres. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons continuer à le faire dans l'anarchie. Un homme pense à établir cette liaison entre les mouvements et la France libre. Il s'appelle Jean Moulin. Plus jeune préfet de France, il a été révoqué par Vichy en novembre 1940. En juillet 1941, voulant rassembler le maximum de renseignements sur les mouvements, il rencontre à Marseille Henri Freinet. Leur entretien est cordial. Mais le capitaine Freinet est loin de se douter de l'importance qu'aura Jean Moulin. Avec ses nouvelles responsabilités, Marie-Madeleine Fourcade a dû, la mort dans l'âme, se séparer de ses enfants pour les mettre à l'abri. Son organisation fonctionne maintenant à plein régime. Mais soudain, en zone occupée, les arrestations se mettent à pleuvoir en rafales. Un traître a infiltré les rangs. Dans la région parisienne, le réseau est décimé. La propre mère de Marie-Madeleine est arrêtée. Comble de l'ironie, Marie-Madeleine apprend que le traître n'est autre que l'opérateur radio envoyé par les Anglais. La jeune femme comprend qu'elle doit fuir. Une fuite rocambolesque. Pour rejoindre l'Espagne, elle se dissimule dans un sac postal du service diplomatique. Il y a maintenant 9 heures que je suis enfermée, pliée en 4, dans ce maudit sac postal. Les larmes coulent de mes yeux et une intolérable souffrance tenaille mes hanches. À l'issue d'un trajet interminable, Marie-Madeleine atteint la liberté relative de l'Espagne de Franco. Les Anglais lui envoient immédiatement un émissaire en la personne du major Richards. Elle s'inquiète. Comment va-t-il réagir en apprenant qu'elle est une femme? Impressionné par son courage, le major Richards n'y accorde aucune importance. Dans la lutte contre les nazis, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Le 7 décembre, l'aviation japonaise attaque par surprise la flotte américaine sur l'île d'Hawaï. L'attaque de Pearl Harbor constitue pour tous les résistants français une nouvelle d'une portée inouïe. Je ne pense pas une seconde à l'importance des pertes subies.
à ces navires qui flambent à Hawaï. Une seule chose compte. L'Amérique. La puissante Amérique est désormais à nos côtés. Voilà qu'au cœur de la nuit noire de l'occupation, la lueur d'une victoire, même lointaine, commence à briller. Les hommes et les femmes qui se sont engagés dans la résistance viennent de tous les horizons. Leurs âges, leur formation, leur tempérament, leurs idées politiques sont autant de facteurs qui auraient pu les opposer dans la France d'avant-guerre. Mais la fraternité dans la lutte, les dangers partagés, la peur que chacun ressent pour les autres, tout cela les a rapprochés. Les différences se sont estompées et un même idéal les anime. C'est ce que constate Henri Freinet, dont le mouvement s'appelle désormais Combat. Avec une telle communauté d'esprit, la fusion entre les différents mouvements est plus que jamais d'actualité. Au premier jour de 1942, Jean Moulin est parachuté sur la France. Il a reçu du général de Gaulle la mission de réaliser l'unité des mouvements de la zone sud. Il reprend aussitôt contact avec Henri Freinet et lui apporte de l'argent, indispensable pour le développement de Combat. Mais il porte également les instructions des services secrets de la France libre. Sur plusieurs pages de microphotos, nous lisons non pas des suggestions, mais des ordres. Londres exige que nous séparions l'action militaire de l'action politique. Mais sur le terrain où tout est mêlé, une même équipe peut aussi bien distribuer le journal Combat que faire du renseignement ou préparer un sabotage. Pour Freinet, ces consignes sont tout simplement inapplicables. Et pourtant, il sait que la coordination entre la France libre et la résistance intérieure s'impose. En tant que chef de mouvement, le socialiste Christian Pineau en est comme lui persuadé. La résistance a besoin d'un symbole pour la représenter. Et ce symbole ne peut être que de Gaulle. Mais qui est vraiment de Gaulle? N'est-il pas un dictateur en puissance, comme certains le prétendent? Les chefs des principaux mouvements confient à Christian Pineau la mission d'aller en Angleterre pour sonder le général de Gaulle sur ses intentions. Arrivé sur le sol britannique, Christian Pineau est conduit jusqu'à Londres où il découvre les traces des bombardements. Le soir même, il est le premier chef de la résistance à rencontrer le général de Gaulle. Je constate qu'il ignore presque tout de la résistance. Il ne réagit guère aux descriptions des dangers que nous courons. Il est manifeste que pour lui, tout combattant fait son métier en risquant sa vie. Ce qui compte en définitive, c'est que la France soit présente dans le combat par n'importe quel moyen. Christian Pineau arrive cependant à convaincre le général de Gaulle de rédiger un manifeste à l'attention de la résistance, dans lequel il se prononce clairement pour la démocratie. Plus rien ne s'oppose à ce que la résistance s'unisse derrière lui. Depuis 2 mois, le Major Richards complète la formation de Marie-Madeleine Fourcade. Il lui apprend, entre autres, à se servir de grilles codées et à utiliser les nouveaux postes émetteurs de campagne. Sa formation terminée, Marie-Madeleine Fourcade repart comme elle était arrivée, en sac postal. Mais une fois en France, un nouveau coup atteint la jeune femme. Des papiers laissés dans sa fuite précédente ont été retrouvés. Il porte son écriture et l'accuse nommément. Du coup, elle est plus que jamais recherchée par la police. Il y a bien une solution, un peu folle. C'est d'affronter directement ses accusateurs. Elle décide d'aller à Vichy pour s'expliquer avec le responsable de la surveillance du territoire, le commandant Rollin.
Dans le train qui me conduit à Vichy, les roues tournent, implacables. Et je réalise soudain que se livrer volontairement à la police est plus pénible qu'une arrestation à laquelle on ne s'attend pas. Dans ma tête s'amoncellent des nuages d'un noir d'encre qui s'entrechoquent en éclairs fulgurants. Dans une vision, je vois tous mes amis métamorphosés en animaux, traqués. Tantôt ils courent la savane, et tantôt je les vois s'agiter à travers les barreaux de cages interminables. Moi-même, je suis un hérisson en boule, tout piquant sorti. Elle décide d'attribuer un animal à chacun des membres de son équipe. Les agents portuaires auront des noms de poissons, ceux qui s'occupent des liaisons aériennes porteront des noms d'oiseaux. Ainsi, la création tout entière se dressera face à l'ennemi. Arrivée à Vichy, Marie-Madeleine se rend directement chez le commandant Rollin. Le responsable de la sûreté est estomaqué par son culot. Écoutez, monsieur le directeur, je suis venu ici pour savoir si l'on peut espérer une seconde trouver des patriotes à Vichy et établir avec eux un modus vivendi acceptable. Que croyez-vous? Que nous ne sommes pas des patriotes? Nous sommes plus patriotes que vous. C'est vous qui nous gênez épouvantablement avec vos réseaux imbéciles. Le maréchal négocie pour sauver ce qui reste de l'épave France. Et à chaque instant, l'action des clandestins risque de compromettre le succès de son entreprise. Devant Marie-Madeleine, le commandant Rollin prétend croire à un double jeu de Pétain. Elle décide alors de feindre le repentir. Elle n'est qu'une mère de famille, un moment égaré dans un combat qui la dépasse. Rollin se radoucit. Il s'engage même à arrêter les poursuites si elle retourne auprès de ses enfants. Mais il prévient la jeune femme que sa protection pourrait ne pas durer. Lui-même est menacé par Laval, dont le retour aux affaires semble imminent. Effectivement, le 18 avril, l'homme de la collaboration, l'homme des Allemands, Laval, est rappelé au pouvoir. Une fois encore, le maréchal a capitulé. Mieux, il a délégué ses pouvoirs à Laval. Henri Freinet gardait encore un espoir que le vieil homme se ressaisisse. Espoir déçu. Écœuré, il rédige un éditorial au vitriol dans son journal clandestin. Tout est clair maintenant. Le mythe Pétain a vécu. Vos étoiles s'éteignent. Chantre de la collaboration, Laval va amplifier la répression au nom de la lutte contre le terrorisme. Les résistants ne sont plus présentés que comme des agents de l'étranger, des métèques, des bolcheviks, cherchant à semer la terreur et à déstabiliser le pays. Pour arriver à leur fin, les communistes revêtent tous les masques. Ils se servent du patriotisme contre la France, du nationalisme pour détruire la nation, de l'amour de la liberté pour instaurer la dictature rouge. De leur côté, les communistes poursuivent leur stratégie d'assassinat ciblé contre les hommes de la Wehrmacht, bien que le bilan soit maigre. En réaction, les Allemands enchaînent les arrestations et se lancent dans une chasse impitoyable aux militants communistes. Dans le Nord aussi, tous les gendarmes et policiers cherchent à prendre du galon en traquant les terroristes. Recherché, Roger Pannequin veut faire disparaître des documents qu'il a cachés dans son école. Soudain, 4 hommes surgissent, pistolet au poing, pour l'arrêter. Il est conduit à la brigade spéciale de Lille pour y subir un interrogatoire musclé. Il y a dans la cellule une affreuse odeur de sueur chaude, d'urine et de pieds sales. J'ai soif, j'ai faim. Je tiendrai. Un bonhomme petit, carré, lourdeau, avec la tête de l'emploi apparaît dans l'encadrement de la porte.
Torturé pendant des jours, Roger Pannequin n'avoue rien. Mais à cause des tracts communistes retrouvés dans son école, il est enfermé à la prison de Douai, qui sert de réserve d'otages à fusiller en cas de représailles. Chaque jour, il s'attend à partir pour le peloton et cherche par tous les moyens à s'évader. En zone libre aussi, la répression s'est accentuée. Comme l'avait prédit le commandant Rollin, celui-ci ne peut plus couvrir Marie-Madeleine Fourcade. Elle est à nouveau traquée, comme tous les membres de son réseau. Cette fois-ci, ce sont les Boches qui mènent la danse. Ils se sont plaints à Laval de tous les postes émetteurs qui se trouvent en zone libre, qui drainent les renseignements de la zone occupée et chamboulent leur convoi. Ils ont obtenu que l'on permette à leurs agents de se promener en voiture équipée de goniométrie pour repérer les opérateurs radio clandestins. Devant l'intensification de la répression, il devient urgent pour les résistants d'unir leurs forces, malgré les rivalités. Le 16 septembre, c'est au tour d'Henri Freinet et d'Emmanuel Dastier, chef de Libération Sud, de se rendre à Londres pour rencontrer De Gaulle. Je suis à Londres. Enfin. J'ai vraiment l'impression de vivre un rêve. À 2 pas de la BBC, que le soir, nous entendons là-bas en France, l'oreille collée au poste radio. Je me sens léger comme l'air. Il faut bien le dire, j'apprécie à chaque instant la sécurité dont je jouis. Ici, je ne crains pas d'être suivi, appréhendé à chaque tournant de rue, à chaque rendez-vous. Pourtant, quand Henri Freinet rencontre De Gaulle, il est reçu avec la même froideur que Christian Pineau, quelques mois plus tôt. De Gaulle, à vrai dire, je n'ai eu avec lui aucun contact humain. En a-t-il avec d'autres? La résistance, pour lui, est un pion parmi d'autres. Avant d'arriver à Londres, Freinet était sûr que Français libres et alliés présentaient un front uni. Mais il constate que De Gaulle est engagé dans une gigantesque partie d'échecs, où se joue le sort de la France. Je dis la France, c'est-à-dire une seule nation, un seul territoire, un seul empire et une seule loi. Le caractère tranché de Gaulle, son intransigeance heurte Roosevelt, qui a développé une véritable aversion à l'égard de l'homme du 18 juin. Le président américain a même l'idée de le remplacer par un autre général. Il s'agit du général Giraud. Tout juste évadé d'Allemagne, il jouit d'une grande popularité auprès des officiers vichistes. Il serait parfait pour prendre la tête des troupes françaises lors du proche débarquement sur les côtes d'Afrique du Nord. Début novembre 1942, les Alliés contactent le réseau de Marie-Madeleine Fourcade. Ils lui demandent d'exfiltrer le général Giraud. Elle parvient in extremis à le faire partir par sous-marin. Le 8 novembre, les Alliés déclenchent l'opération Torche et débarquent en Afrique du Nord. En réaction au débarquement en Afrique du Nord, Hitler ordonne à ses troupes d'envahir la zone sud. La Wehrmacht s'empare des casernes de l'armée française qui se rend sans se battre. Vichy apparaît enfin pour ce qu'il est, un loyal serviteur du régime nazi. Fini l'illusoire zone libre et ses oasis relatives. Opérant sur tout le territoire, l'Abwehr et la Gestapo se sont fondus en un rouleau compresseur d'une efficacité mortelle. La croix gammée, désormais, flotte sur toute la France.
Pour combat, pour mes amis, bientôt pour moi, la bataille change. Cette bataille pourrait sembler perdue pour les maigres troupes de nos résistants de la première heure. Mais un renfort inattendu va bientôt grossir leur rang. Pour compenser le manque de main-d'œuvre dû à l'envoi des soldats allemands sur le front russe, le Reich a instauré dans l'Europe entière le travail forcé. En France, Vichy se charge de cette sinistre besogne, envoyant des centaines de milliers de jeunes gens travailler en Allemagne, contre leur gré. Le 31 décembre, une réunion est interrompue par l'arrivée d'un courrier. On m'informe qu'une centaine de jeunes gens, originaires pour la plupart de la région parisienne, réfractaires, se sont réfugiés en Haute-Savoie dans la montagne où ils s'organisent pour vivre clandestinement. Ils refusent de partir en Allemagne, disposent de quelques armes et sont décidés à se défendre si on vient les rechercher. En somme, me dit-on, ils ont pris le maquis. C'est la première fois que le mot est prononcé. Une forme nouvelle de lutte vient de naître spontanément. Aucun de nous ne l'avait prévu. Mais nous en sommes tous conscients. Il faut aider ces jeunes gens à vivre et à combattre. Une tâche nouvelle, d'une singulière ampleur, s'impose à nous. « 1943. Les Français entament la 4e année de cette guerre interminable. À la répression s'ajoutent les privations et les persécutions. Depuis 1 an déjà, les Juifs sont envoyés à la mort par convoi entier. Mais les résistants ne se mobilisent pas pour les sauver. Engagés tout entiers dans leur combat, ils ne perçoivent pas la tragédie qui se joue. Ils préfèrent lutter contre l'occupant et préparer la libération du pays. Les déraillements et les sabotages de dépôts se multiplient. Les attentats sont assez nombreux pour permettre, dans les premiers mois de 1943, d'alimenter dans le combat une nouvelle rubrique. Elle présente de grands avantages. À chacun, à chaque groupe que les obligations de la vie clandestine isolent, elle va montrer, mieux que par les discours, l'étendue et la force de notre mouvement. Il y a 1 an, le réseau de Marie-Madeleine Fourcade comprenait une centaine d'agents. Début 1943, ils sont près d'1 millier à travailler pour le réseau Alliance. Elle reçoit maintenant des dizaines de rapports de toute la France. Description de terrains d'aviation avec leur plan de DCA. Échantillons de carburant synthétique et de métaux bizarres. Cartes renseignées qui décrivent les gigantesques travaux de l'entreprise Stott qui cerclent et qui cadenassent la forteresse Europe d'une armure de béton. Hitler aurait-il la trouille ? À la montée en puissance des mouvements et des réseaux répond logiquement une intensification de la répression. Lyon est devenu sans conteste le repère de la résistance. 3 de nos héros y ont installé leur QG. Matériellement, le travail en est facilité, mais le danger accru. La Gestapo vient de recruter plusieurs centaines d'indicateurs. Leur rôle est simplement d'observer dans la rue ou au café les conciliabules apparemment secrets, de suivre un ou plusieurs des participants, de noter les lieux où ils se rendent fréquemment et le signalement de leur interlocuteur. La police française, qui jusque-là avait agi avec une certaine mollesse,
se croient obligés par crainte de l'occupant de faire du zèle, de surveiller les gares, d'opérer des rafles. Je commence à trouver que Lyon devient intenable. On a l'impression de n'y rencontrer que de fausses barbes. Abwehr, Gestapo, résistants de tout poil. Ils forment un mélange détonnant. Les Anglais eux-mêmes se montrent inquiets dans leurs messages. Pourquoi vous entêtez-vous à rester à Lyon? Nous vous conseillons de faire mouvement. Marie-Madeleine suit le conseil de Londres et part chercher un nouveau refuge. Seule la fluidité compte. Se transformer en ectoplasme. Bouger. Bouger tout le temps. Février 1943. Les Allemands sont vaincus à Stalingrad. Tous pressentent alors que l'issue de la guerre vient de basculer. Chacun s'attend maintenant à l'ouverture du second front, à l'ouest. Sur le territoire français, où se tiendra la bataille décisive, les maquis prennent une ampleur qui dépasse les prévisions des chefs de mouvement. De toutes parts, on réclame armes, vivres, argent. Jean Moulin est hésitant à aider les maquis alors que nous sommes résolus. Tous nos journaux, tout notre acte pousse ces hommes à la désobéissance. Doit-on rester sourd à leur appel? On sait bien que les maquisards ont froid et faim. Ils sont en danger d'être attaqués, traqués, anéantis. Notre devoir est évident. Malgré les demandes pressantes d'Henri Freinet, Jean Moulin ne donne pas d'argent supplémentaire pour les maquis, car les priorités du général de Gaulle sont ailleurs. Pour s'imposer face à son rival, le général Giraud, de Gaulle crée le Conseil national de la résistance, le CNR, que présidera Jean Moulin. Officiellement, cette union des mouvements derrière de Gaulle est une grande victoire, mais dans les coulisses, les résistants sont furieux. Car pour montrer que toute la France se range derrière lui, de Gaulle a inclus dans ce CNR les syndicats et les partis politiques pourtant discrédités depuis la défaite. Et voilà que de Gaulle les place symboliquement sur le même plan que les mouvements de résistance. C'en est trop pour Henri Freinet. Incapable de faire entendre raison à Jean Moulin, il décide de partir pour Londres afin de plaider directement sa cause. Après le départ de Freinet, un de ses agents, Lunel, se fait arrêter. Non seulement celui-ci parle, mais il se met au service de la Gestapo. Les conséquences de cette arrestation sont dévastatrices. En cette année 43, la trahison frappe sans distinction mouvements et réseaux. Les Allemands pratiquent maintenant l'infiltration à grande échelle et chacun s'attend à tout moment à être arrêté. Jusqu'ici, la peur, pour moi, n'a été qu'épisodique. Maintenant, l'espérance me lâche. J'ai peur de ne pouvoir conduire ma mission jusqu'au bout. J'ai mortellement peur de ce qui va encore arriver. Les services anglais ont calculé que la durée de vie moyenne d'un agent sur le terrain n'excède pas 6 mois. Pour Henri Freinet, pour Marie-Madeleine Fourcade, être encore en liberté après 4 ans de conflit relève du miracle. Mais pour Christian Pineau, ce mois de mai 43 sonne la fin de ce miracle. Arrêté sous le nom de Jacques Grimaud, Christian Pineau est transféré à l'hôtel Terminus. Il est interrogé par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon.
Pendant 11 heures d'interrogatoire, il arrive à cacher sa véritable identité de chef de mouvement. Et c'est un simple exécutant que Barbie pense incarcérer au Fort Montluc. Seul dans ma cellule, j'imagine toutes les situations possibles. Pourquoi me plaindre? Ma plus belle aventure n'est-elle pas celle que j'ai vécue depuis près de 3 ans dans la Résistance? S'il me faut la payer cher aujourd'hui, c'est que tout dans la vie ayant son prix, celui-ci vous est réclamé, un jour ou l'autre. Quelques semaines plus tard, lors de sa promenade quotidienne, Christian Pineau éprouve une violente émotion. Parmi les nouveaux détenus qui tournent autour de la cour, il aperçoit Jean Moulin. Le 21 juin, en se rendant à un rendez-vous à Caluire, chez le docteur du Goujon, celui-ci a été arrêté par la Gestapo avec plusieurs hauts responsables de la Résistance. Christian Pineau demeure interdit. Les Allemands mesurent-ils l'importance de leur prise? Et s'ils le savent, ils n'osent penser à la suite. Quelques jours plus tard, on vient chercher Christian Pineau dans sa cellule. Je descends l'escalier, surpris qu'aucune sentinelle mitraillette au poing ne nous accompagne. Rien ne bouge dans la prison. Le sous-officier nous conduit vers un banc sur lequel un homme est étendu. Quelles ne sont pas ma stupéfaction et mon horreur lorsque je m'aperçois que l'homme étendu n'est autre que Jean Moulin. Christian Pineau constate que le représentant du général de Gaulle a été atrocement torturé par Klaus Barbie. Le gardien lui ordonne de le raser pour le rendre présentable avant son départ pour l'Allemagne. Mais c'est presque une toilette mortuaire à laquelle se livre Christian Pineau. Christian Pineau ne reverra jamais Jean Moulin, qui meurt lors de son transfert, sans avoir parlé. Au moment où ce drame se produit, Roger Pannequin réussit enfin à s'évader avec 2 codétenus. Il court aussitôt rejoindre les rangs des maquisards, qui se sont considérablement étoffés. En revanche, la situation matérielle de ces hommes est critique. Les chefs, incapables d'assurer le quotidien de leurs troupes, sont discrédités et la dissidence s'installe. Certains hommes du maquis commencent même à se livrer au pillage des fermes, aux attaques à main armée. Les maquis appellent au secours, mais à Londres, Henri Freinet constate que la bataille qui se mène en France et l'aide à apporter aux combattants sont passés au second plan. Désespérant d'obtenir gain de cause auprès des gaullistes, il se tourne alors vers le camp du général Giraud, à qui les Américains ne refusent rien. Général, il nous faut d'urgence armer les maquis. Des armes. Il faut essayer de s'en passer. Qui est-ce qui est essentiel, monsieur, dans la guerre moderne? L'aviation. Et que faut-il, monsieur, pour neutraliser un terrain d'aviation? Des cailloux. Le général Giraud explique alors à un Freinet médusé qu'avec un caillou, on peut bloquer la porte d'un hangar pour empêcher les avions de sortir, ou immobiliser un manche à air pour les fracasser au sol. Bref, qu'on peut faire la guerre, même sans armes. En d'autres circonstances, Henri Freinet aurait éclaté de rire. Mais là, il est juste atterré, car le général Giraud prétend commander l'armée de la Libération. Pendant que le général Giraud veut faire la guerre avec des cailloux, en France, les arrestations de résistants se multiplient. Les plus proches collaborateurs de Marie-Madeleine Fourcade tombent dans les mailles du filet. La jeune femme est épuisée, désespérée. Elle finit par accepter de partir pour Londres, un départ qu'elle remettait de mois en mois,
Une fois en Angleterre, pourtant, elle n'arrive pas à oublier les hommes et les femmes qu'elle a laissés derrière elle. Le dénouement de toute cette tragédie approche. Mais qui d'entre nous y assistera? Depuis le 16 septembre, plus de 150 membres de mon cher réseau sont tombés. Combien sont-ils maintenant entre les mains de la Gestapo? Rien n'y fait. Ni le trajet à travers cette campagne anglaise de plein été, ni l'entrée dans ce Londres en guerre que je suis si anxieuse de connaître. Je fonds en larmes. Marie-Madeleine Fourcade est accueillie par les Anglais comme une héroïne, car elle n'est pas venue à Londres les mains vides. En agent expérimenté, elle a emporté dans ses bagages les preuves de l'existence des armes secrètes, dont Hitler clame qu'elles vont bientôt inverser le cours de la guerre et lui offrir la victoire. Il s'agit des plans des bases où sont situées les rampes de lancement des V1 et des V2, ces missiles à longue distance qui peuvent frapper directement le territoire britannique. Ces renseignements inestimables permettent à la Royal Air Force, par ces bombardements, de retarder de plusieurs mois l'emploi de ces armes dévastatrices. Sur le front, les événements s'accélèrent. Après le débarquement en Afrique du Nord, puis en Sicile, c'est au tour de la Corse. La Corse est le premier département métropolitain à être libéré. L'opération a été montée par le rival de Gaulle, le général Giraud, qui s'est associé aux résistants communistes de Lille. Jugeant inadmissible d'avoir été tenu dans l'ignorance de cette opération, De Gaulle exclut Giraud du Comité national de libération, lui ôtant tout pouvoir politique. Aussitôt, il décide de se rendre en Corse. Sur place, il constate que les communistes, de façon contestable, ont fait élire les responsables communaux dans des assemblées démocratiques, à main levée. Ce processus l'inquiète. Le Parti communiste veut-il prendre le pouvoir à la Libération? De retour à Alger, Charles de Gaulle met tout en œuvre pour renforcer l'unité nationale autour de sa personne. Enfin stratège, il propose aux principaux chefs de la résistance d'entrer dans son gouvernement. À Emmanuel d'Astier, de Libération Sud, il propose l'intérieur. À Henri Freinet, il offre le commissariat aux prisonniers, réfugiés et déportés. Le premier mouvement de Freinet est de refuser, mais ses camarades de combat lui demandent unanimement d'accepter le poste. Freinet reste donc à Alger, mais il souffre de ne pas être en France, pour partager le sort de ses compagnons que les nazis exécutent ou déportent en masse. Pendant 8 mois de détention au fort Montluc, Christian Pineau a réussi à masquer sa véritable identité à ses geôliers. Mais si cela lui a évité d'être torturé et exécuté, il n'échappe pas à la déportation vers le camp de Buchenwald. Nous sommes 95 dans le wagon, dont tout le confort est composé d'une tinette déjà malodorante, installée au milieu. Les ouvertures ont été clouées de telle sorte que nous pouvons à peine respirer. Les heures passent. La chaleur dans le wagon complètement clos est étouffante. Incapables de rester debout, nous gisons les uns sur les autres. Les jurons se mêlent aux gémissements ou aux cris stridents de ceux dont les nerfs sont en train de lâcher. Progressivement, nous devenons des animaux. Jamais l'occupant n'a toléré la résistance française. Mais l'imminence du débarquement pousse les nazis à accentuer la répression. Ils nomment à des postes clés les ultras de la collaboration. Joseph Darnan, créateur de la milice,
devient secrétaire d'État au maintien de l'ordre. Philippe Henriot est chargé de la propagande. Est-ce que vous allez tout de même vous en remettre à des libérateurs qui ne se sont montrés jusqu'ici que comme des cambrioleurs, comme des assassins et comme des lâches? La répression devient impitoyable. Allemands et miliciens usent de la violence la plus abjecte. La lutte est de plus en plus âpre, car on sent bien que la fin approche. Dans l'espoir de conférer aux combattants de l'intérieur le statut juridique de soldats, et en même temps d'unifier le commandement, nous prenons à Alger une ordonnance créant les forces françaises de l'intérieur, ou FFI, placées sous l'autorité du général Koenig. Depuis Alger, De Gaulle prépare minutieusement la relève qui succédera à l'effondrement prévisible du régime de Vichy. Les envoyés de Londres et les représentants des mouvements choisissent les futurs maires et préfets. Les Alliés qui ont débarqué en Italie piétinent au pied des Apennins. Mais sur le front de l'Est, les victoires russes se succèdent. Ces succès confortent l'idée que la guerre se gagne grâce à l'Union soviétique. Dès lors, le poids du Parti communiste s'accroît au sein de la résistance. Ces victoires sont le seul réconfort de Christian Pineau, qui s'efforce de survivre dans l'univers inhumain de Buchenwald. La grande offensive russe, dont la radio du camp nous a appris qu'elle venait d'être déclenchée, nous a rendu l'espoir. Mais il faut, dans les meilleures circonstances, passer l'hiver. Le thermomètre marque moins 20 degrés. Le vent du nord balaie la cour, où nous nous promenons transis dans nos vestes de coton. Au petit matin, des détenus passent dans le camp avec une charrette pour ramasser les cadavres de la nuit. En France, les rangs de la résistance ne cessent de s'étoffer. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre. Le chant des partisans gagne les cœurs. Pour rompre la solidarité qui unit les populations à l'armée des ombres, les Allemands terrorisent celle-ci en montant de sanglantes opérations d'intimidation. Dans le Nord, Roger Pannequin est témoin de la fureur ennemie. Pour la nuit du 1er avril 1944, à Ascq, près de Lille, un sabotage par explosif mal réglé coupe la voie ferrée Lille-Bruxelles quelques instants avant le passage d'un train de SS. Le train s'arrête sans dommage. Les SS en descendent en hurlant. Ils ramassent dans le village tous les hommes qu'ils trouvent, des adolescents vieillards. Les Allemands en tuent 90 à la mitraillette. Les semaines qui précèdent le débarquement sont particulièrement douloureuses pour la population. Car aux victimes des Allemands s'ajoutent les civils tués par les bombardements anglais et américains. Les raids aériens se multiplient, mais leur manque de précision provoque bien des morts inutiles. Sur le terrain, les résistants peinent à comprendre pourquoi les Alliés ne font pas plus appel à eux. Roger Pannequin s'interroge. Nous passons par les réseaux des demandes en moyens de sabotage, qui nous permettraient de paralyser le trafic sans tuer de civils. Mais les Anglais nous craignent encore plus que les gaullistes. Et les bombardements meurtriers continuent. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne.
blesse mon cœur d'une langueur monotone. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent, enfin. Il va pleuvoir bougrement ce soir. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Les lions sont terribles. Pourtant, les Alliés ont refusé de prévenir De Gaulle de l'opération Overlord. Qu'importe. Ces services secrets ont échafaudé une série de plans que l'armée secrète doit appliquer le jour J. Le plan vert doit ainsi paralyser le réseau ferroviaire. Le plan tortue, entraver les mouvements de l'ennemi. Le plan violet, saboter les communications. Les maquis doivent également harceler l'ennemi dans des actions de guérilla. Tous, nous vivons dans une extrême fébrilité. Ces organisations que nous avons conçues, ces hommes que nous avons recrutés, nous n'en connaissons pas exactement la valeur. Seront-ils à la hauteur de nos espoirs? L'armée allemande est puissante et son moral intact. Nos hommes ont-ils reçu assez d'armes et les munitions nécessaires pour la harceler? La résistance joue un rôle essentiel en appliquant l'ensemble des plans prévus. L'armée des ombres est sollicitée pour fournir les renseignements attendus par les états-majors, mission dont elle s'acquitte avec brio. 80% des informations destinées à préparer le D-Day proviennent des services français. Marie-Madeleine Fourcade, de retour en France, retrouve enfin les membres de son réseau. Miraculeusement, il reste des centaines d'agents partout. Les renseignements en témoignent par leur diversité et leur qualité. Mais je constate qu'à l'annonce du débarquement, la résistance a cru que le jour J serait partout le sien. Du coup, les résistants se découvrent. Des groupes de jeunes gens se forment, presque à l'improviste. Des mots d'ordre contradictoires circulent, qui désorientent les volontaires. Dans mon secteur, la plupart des groupes partis à l'aventure ont été interceptés et anéantis par les Allemands. Une vingtaine de chefs de détachement sont perdus, ainsi que 200 hommes. Pour les grands maquis, la situation est encore plus critique. Henri Freinet, qui avait toujours prôné des maquis de 30 hommes maximum, voit ses pires craintes confirmées. Je me suis opposé, depuis le premier jour, à la création de bastions comme celui du Vercors, qui concentre des centaines d'hommes. Jamais un maquis, si fort soit-il, ne pourra résister à un assaillant supérieur en nombre et disposant de la gamme complète des armes modernes. De fait, les résistants doivent, dans le Vercors, céder le terrain au prix de lourdes pertes. Dans le combat sur tout le territoire, la résistance intérieure se montre à la hauteur de la tâche. Mais une question se pose. Faut-il aller plus avant et associer l'ensemble des Français à la libération de leur pays? Tous les hommes de la résistance le pensent. De Gaulle et une partie des mouvements souhaitent que cette insurrection soit aussi brève que possible. Le Parti communiste défend une thèse contraire. Il prône l'insurrection nationale, la participation massive du peuple à toutes les actions anti-allemandes, mais les gaullistes et les socialistes combattent ce mot d'ordre. Ils craignent que des représailles féroces n'ensanglantent le pays. Dans les faits, l'insurrection nationale connaît un succès limité. Seules 5 villes se libèrent grâce à la résistance. Mais dans cet ensemble, Paris se distingue. À l'initiative d'Henri Rol-Tanguy, chef des FFI, les forces résistantes entrent en action. Paris se couvre de barricades. Les habitants fraternisent, heureux d'aider au départ d'un occupant haï.
Marie-Madeleine Fourcade, revenue diriger son réseau depuis la capitale, est témoin de la violence des combats. Je vois d'heure en heure s'aggraver d'atroces scènes. Jeunes gens coincés à un carrefour entre deux mitraillettes. Femmes courant en zigzag pour éviter les balles, leur enfant serré sur le cœur. Une telle incohérence se dégage de l'atmosphère survoltée que j'en ressens presque autant de peine qu'au temps du pari de la capitulation. Lorsqu'on rêve d'une grande apothéose, comme la réalité peut être décevante. Cependant, les forces des résistants parisiens sont insuffisantes pour soumettre la Wehrmacht. Roltanguy envoie un émissaire demander l'aide des forces alliées. Le général de Gaulle exige d'Eisenhower qu'il détache la 2e DB du général Leclerc pour secourir les Parisiens. La ville est libérée le 25 août. Et le gouverneur allemand, Choltitz, se rend le jour même. Le lendemain, un gigantesque défilé célèbre la libération de la ville lumière. L'euphorie de la libération gagne la France entière. Roger Pannequin constate les effets de la victoire sur ses compagnons de lutte. Que de camarades grisés et perdus. L'afflux des engagés de dernière minute gonfle les effectifs des organisations de résistance. Que de capitaines, de chefs de bataillon, de colonels. De bons camarades s'y laissent prendre. Eux que jamais personne n'avait salués, qui n'ont connu que l'affront et le mépris, qui ont dû enlever leur casquette pour parler au contremaître. Voilà que la République retrouvée leur promet qu'ils seraient quelque chose, et qu'on les saluerait civilement. Le rêve communiste d'insurrection nationale populaire est balayé par la ferveur gaulliste. C'est autour de l'homme du 18 juin que se rassemble la nation. L'heure n'est plus à la révolution, mais à la célébration. Cette fois, la guerre est définitivement gagnée. Et dans la joie de la victoire, les résistants sont unanimement célébrés. Ils ont sans doute été peu nombreux, et leur action militaire a eu un rôle limité. Mais ils sont devenus un symbole lumineux pour toute la nation. Ils permettent à la France de sortir la tête haute d'un conflit où elle a bien failli sombrer. Pour nos héros, c'est l'heure des bilans. Marie-Madeleine Fourcade part avec ses compagnons en Allemagne pour essayer de retrouver ses agents emprisonnés. Ils sont plus de 600 à avoir été capturés. Elle commence par se rendre dans les prisons de la Forêt-Noire. Dans chaque prison, je demande le registre de l'écrou. Lorsque je vois le nom de mes amis et que j'ai en face la mention « sortie et pas de destination », je sais que les recherches seront, hélas, courtes. Les Allemands sont paperassiers et les nazis n'ont pas échappé à la règle. Tous leurs crimes sont signés. La tournée des prisons est désespérante. De forteresse en cachot, Marie-Madeleine ne peut que constater le sort tragique de ses camarades. Les nazis ne parlent qu'un seul langage. Balle dans la nuque. Balle dans la nuque. Balle dans la nuque. Il y a de quoi devenir fou.
Si trop de résistants ont définitivement disparu dans la nuit nazie, certains ont eu l'immense chance de survivre. C'est le cas de Christian Pineau, qui participe à la libération de son camp. Les derniers SS fuient l'arrivée des Américains, qui découvrent, effarés, un spectacle d'apocalypse. Les correspondants de guerre ne se doutaient pas de l'existence d'un tel camp comme celui de Buchenwald. Notre surprise est extrême lorsqu'ils nous affirment que personne en France ni dans le monde ne soupçonnait notre tragédie. La visite du camp les remplit d'horreur. Plusieurs vomissent, surtout lorsqu'ils sortent des blocs d'invalides, où s'entassent toujours des moribonds qu'on ne peut ni soigner ni évacuer. Henri Freinet, lui, s'attelle à une tâche immense. Rapatrier d'Allemagne plus de 2 millions de déportés, de prisonniers de guerre, de requis du STO. Il réquisitionne la caserne de Reuilly, le vélodrome d'hiver et l'hôtel Lutetia qu'il réserve aux déportés. Parfois, il a la chance de voir revenir un de ses anciens camarades. Mais trop de résistants manquent à l'appel. Alors Henri Freinet suggère au général de Gaulle d'offrir au pays une cérémonie pour célébrer ses martyrs. Résistants des mouvements ou des réseaux, maquisards, FFL, 15 cercueils sont tirés au sort. Ils seront honorés, par-delà leurs différences, par la nation tout entière. La victoire, c'est le sacrifice. Mes amis sont morts pour que vive la France. Mais comment réapprendre à vivre ? Tous nos résistants le disent. S'ils ont vécu ces années de guerre dans une peur constante, ils ont été aussi heureux comme jamais. Ils étaient jeunes, joyeux, fiers de vivre selon leurs convictions, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de partager la chaleur fraternelle du combat. Quel contraste avec la vie qui les attendait après-guerre. Quand la paix est revenue, la normalité a repris ses droits. Le temps des rebelles s'achevait. Ils se sont alors effacés pour laisser la place au monde si terne et si tranquille des gens raisonnables.